3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec l'homme Atis Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, Michel Tchadja, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, et Delphonse Akwaki, la Gazette du Togo. Ensemble, nous reviendrons sur cette affaire qui pollue l'ambiance à l'université de Lomé, une affaire de manipulation supposée de notes des étudiants qui ébranle, il faut le dire, toute l'université. On reviendra sur le sujet. Nous parlerons également de la situation politique de notre pays. Les dialogues politiques toujours suspendus en attendant la reprise prochaine. Que va-t-il se passer? Comment sortir de cette crise qui, là aussi, ébranle notre nation depuis plusieurs mois maintenant? Avec mes confrères, nous reviendrons sur le sujet, sur la sortie de crise beaucoup plus. Bienvenue. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Nous commençons avec les journaux qui sont dans les kiosques ce lundi 12 mars 2018. Le quotidien Togo Matin parle de Fort Gnassingbé à l'Alliance solaire internationale à Néo-Delhi. Il faut diversifier les sources d'énergie en Afrique de l'Ouest, a déclaré le président togolais Fort Essazimna Gnassingbé. Dans l'éditorial de notre confrère, le journal s'intéresse donc à l'actualité au Kenya. Feu éteint entre Kenyatta et Odinga. Vous lirez l'article dans le journal. Un sujet également sur le baccalauréat, au niveau de l'éducation donc. Baccalauréat deuxième partie avec la prolongation du délai d'inscription à lire dans le journal. Et puis sur l'économie, le confrère évoque la prévision économique 2018. Le PIB du Togo devrait tourner autour de 3 000 milliards de francs CFA. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. Liberté parle du dialogue politique, semaine décisive pour une sortie de l'impasse et de crise. Une délégation américaine a échangé avec la coalition des 14 partis. Vous lirez l'article dans le journal. Acharnement et mise à l'index de ses membres, le Front citoyen Togo Debout dénonce un plan de décapitation du mouvement. Vous lirez l'article dans le journal. La SCT qui annonce une grève sèche avec fermeture des hôpitaux. C'est à lire aussi dans le journal. Pendant ce temps, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, dénonce et condamne l'interpellation de 2 éminents professeurs en médecine de l'Université de Lomé. Tous ces sujets à découvrir dans le quotidien Liberté. L'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle du sommet de l'Alliance solaire internationale à Néo-Delhi. Fort Gnassingbé prend une part active aux côtés de ses pairs. Le soleil est notre bien commun. Ensemble, nous sommes capables d'en faire une richesse universelle, a déclaré le président togolais. Et puis, récente menace d'un retour à la rue. Chasser le naturel, il revient au galop, écrit le journal. Notre confrère qui s'intéresse également au forum présidentiel de la jeunesse d'avril prochain, tout se précise déjà par la tenue des ateliers régionaux. Les détails sont à lire dans le journal. Il y a aussi cette interview du patron de Togocel en escale à Paris après le congrès mondial des télécoms à Barcelone. Le DG de Togocel livre ses impressions sur le Togo aux confrères du site d'information L'Afrique aujourd'hui. Nous préparons le lancement de la 4G à Lomé, a déclaré Acha Deji Afo. Vous lirez l'interview dans le journal La Nouvelle Opinion ce matin. Et puis, il y a l'autre hebdomadaire, Courrier de la République, qui a publié son 500e numéro ce matin. Dialogue politique, la base est faussée, écrit le confrère, de la nécessité de revoir certains paramètres.
Et puis, ce drame de justesse, évité de justesse, tel que relaté par le confrère Courrier de la République par rapport donc à la délégation de la coalition qui était à Accra la semaine dernière. Un drame évité donc de justesse, atterrissage forcé de l'avion ramenant la délégation de l'opposition à Lomé. Et puis, le combat politique s'invite sur le campus universitaire. Les professeurs Iou et Dossé, traqués par le SRI, les auteurs de crimes économiques et humains non inquiétés, précise donc le journal Courrier de la République. Le bi-hebdomadaire Le Libéral maintenant. Le Libéral parle aussi de l'affaire, de présumée affaire de manipulation des notes à la faculté des sciences de santé. L'enquête se poursuit. Le Front citoyen Togo debout parle de règlement de compte. Vous lirez l'article dans le journal. Diaspora avec un exemple de réussite. Komlan Cédro, d'origine togolaise, est nommé doyen de l'école des sciences de la gestion de l'Université de Québec à Montréal. Vous lirez l'article dans le journal aussi. L'interview du directeur général de Togo a découvert dans le journal le Faure Gnassingbé qui prend la parole au premier sommet de l'Alliance solaire internationale. Tous les détails sont à découvrir dans le journal Le bi-hebdomadaire Le Libéral. Il y a aussi le journal Le Correcteur. Le Correcteur qui parle de la politisation à outrance de l'Université de Lomé. Le comble, titre le journal, avec la lettre ouverte des étudiants en médecine et pharmacie au professeur Kokoroko. La démission est une sortie honorable, indique la lettre ouverte des étudiants. Tous les hôpitaux publics fermés. L'ANC qui dénonce les intimidations des deux éminents professeurs. Vous lirez l'article dans le journal. Succession au canton de Tchévier, des entorses à l'origine de la division sur le choix. Vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur. Voilà les journaux donc, qui sont dans les kiosques ce matin. Outre le Correcteur, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Courrier de la République, Nouvelle Opinion. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Taxi Presse avec les confrères. Elom Tissogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Idelphonse Akpaki, le patron du journal La Gazette. Bonjour Idelphonse. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne YouTube, La Gazette du Togo. Merci à eux, merci à la diaspora qui nous suit fidèlement. Bonjour Michel Tchadja. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis. Alors, je propose que nous commencions avec cette affaire qui fait grand bruit à l'université de Lomé. Depuis presque une semaine, le sujet est largement traité par la presse. Tout est parti de l'interpellation du vice-doyen de la faculté des sciences de la santé, le professeur Iou Wateba Majesté. Il a été rejoint au SRI par le fils du docteur David Iou, Ivan Foli, Dossé, avec une troisième personne, une demoiselle qui est aussi étudiante à l'université de Lomé. Ils sont tous à la faculté des sciences de la santé. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans cette affaire, puisqu'on parle de manipulation supposée de notes? Et l'homme a Bon, moi, depuis l'interpellation des deux professeurs de médecine à l'université de Lomé, depuis quelques jours, on ne comprend pas réellement ce qui se passe. On nous parle d'une prétendue affaire de notes manipulées, oui. Mais jusque-là, c'est difficile de faire le lien. Et moi, je suis quand même embarrassé par cette affaire dans laquelle on ne retrouve rien finalement dans le dossier. Parce que vous comprenez que pour une affaire banale de notes qui sont fausses, on va jusqu'au SRI, au service de recherche et d'investigation, oui, pour pouvoir trouver qui a fait quoi, etc. Et donc, on est tellement embarrassé par cette affaire parce que déjà l'université de Lomé, ceux qu'on a comme enseignants au niveau de cette université-là, c'est des gens qui sont rares. Déjà qu'on a un problème de personnel au niveau de l'enseignement supérieur. Vous voyez qu'au niveau de la faculté des sciences de la santé, à la FSS, vous avez quelqu'un comme professeur Iou, oui, Wateba
Baba, qui est le premier vice-doyen de cette faculté, qui se retrouve aujourd'hui au SRI, actuellement à l'hôpital pour des raisons de santé. Oui. Mais ça bloque les activités académiques au niveau de cette faculté, les étudiants qui n'ont plus droit au cours parce que... D'ailleurs, les professeurs ont suspendu tous les examens. Ce qui est normal. Au niveau de la faculté des sciences de la santé. Ce qui est normal parce que c'est par solidarité, on ne peut pas accepter cela parce qu'on doit accepter quand même faire la vérité et toute la vérité, enfin faire toute la lumière sur cette affaire, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, pour une affaire de notes, on se transporte au service de recherche et d'investigation. Je pense que il va falloir qu'on puisse nous trouver un autre argument, parce que l'argument de fausses notes, ça ne tient pas. Et véritablement, il y a un conseil de discipline à l'université de Lomé. Vous estimez que quand il y a manipulation, je ne dis pas encore avérée, mais de notes, vous estimez que ce n'est pas du ressort du service d'investigation, de la police, de la gendarmerie pour savoir ce que c'est? Quel est d'abord le rôle du conseil de discipline de l'université de Lomé? Quel est son rôle? Il faut que le président de l'université nous dise si son conseil de discipline est compétent ou non compétent. Et là, on pourra trancher. Parce qu'on ne peut pas avoir des organes internes à l'université de Lomé transporter l'affaire au niveau du service de recherche. Est-ce que c'est une affaire de discipline aujourd'hui? Si on parle d'une note qui est manipulée, vous savez, quand on arrête des gens au baccalauréat, c'est la prison. Là, on est à l'université. Est-ce que ce n'est pas une affaire pénale? Qu'est-ce que les tests disent à l'université de Lomé quand il y a tricherie et quand il y a manipulation de notes? Oui, qu'est-ce que les tests disent? Bon, si c'est la discipline, oui, mais qu'est-ce qu'on dit premièrement? On dit d'abord que l'affaire est transportée devant le conseil de discipline. C'est le conseil qui statue. Si vous n'êtes pas satisfait, si l'affaire dépasse le conseil, on saisit les forces, les forces extérieures, c'est-à-dire des autorités plus compétentes que le conseil de discipline. Mais jusque-là, on n'a pas parlé du conseil de discipline. On n'a pas dit, en aucun moment on a dit sur la ligne que le conseil de discipline a eu à connaître de l'affaire. Et donc, directement, on se transporte au niveau du service de recherche et d'investigation. S'il y a d'autres choses, qu'on nous le dise. Mais moi, je ne pense pas que cette affaire de notes puisse véritablement conduire deux professeurs agrégés enfin au niveau du service de recherche et d'investigation, parce que il y a un professeur, enfin docteur Iwou, et il y a le fils du professeur Dossé, et il y a même la fille de monsieur Tamakle, qui a géré au niveau du ministère de la Santé. Effectivement, qui a géré la cellule Ebola entre-temps au Togo avec la ligne verte. Et donc ces trois personnes qui se retrouvent actuellement au niveau du service de recherche et d'investigation en garde à vue, il va falloir qu'on puisse véritablement dire ce qui se passe, parce que cette affaire de notes, ma foi, ça ne tient pas. Vous croyez pas? Ça ne tient pas. Moi, ça ne tient pas. Il y a autre chose derrière. Tout à l'heure, on va revenir sur la réaction hier du Front citoyen Togo Debout, qui parle d'une certaine politisation de ce dossier. Michel, c'est-à-dire, comment est-ce que vous analysez ce problème? Quand il y a un problème dans la cité, les citoyens ont le droit de se plaindre. Et quand les gens se sont plaints, la justice ou la gendarmerie, la police a le droit de savoir un peu plus. Ah oui, c'est ce qui se passe actuellement. Je pense que ce dossier, c'est un dossier, à mon avis, qui est bien conduit jusqu'à présent. Par le SRI? Par le SRI et la justice, puisque le procureur est saisi et qu'il a le dossier en main. Ce que je voulais dire... Depuis quand le procureur est au courant? Parce que... il est au courant. L'avocat du professeur Iou disait l'autre fois que le procureur dit n'avoir jamais été saisi par cette affaire. Ou bien ce matin, il est au courant? Le procureur est mieux. Vous l'avez entendu? Non. Vous savez... Il parle. Les jours à venir, nous dirons, nous éclairerons sur ce dossier-là. Moi, ce que j'observe depuis que le professeur Iou est interpellé, c'est qu'il y a des agitations. Les gens ont vite fait de mêler ce dossier à un dossier politique. On raconte de n'importe quoi. Moi, c'est parti du fait qu'il y a eu, on va le dire, une manipulation des notes supposées. Et je pense que le professeur Kokoko a convoqué une réunion. Quand on me parle de conseil de discipline, il a bien convoqué une réunion. D'abord, quand les rumeurs ont commencé par courir, notamment avec des messages que les gens postaient, les étudiants même, le professeur Kokoko aurait appelé M. You. Mais allez-y voir ce qu'il a dit au professeur Kokoko au téléphone d'abord, avant que le professeur Kokoko ne décide de convoquer une réunion pour discuter du dossier. Et à la fin du réunion, il a été décidé que le dossier soit porté à la connaissance des agents du SRI pour mener pour diligenter une enquête. C'est-à-dire que le dossier a dépassé le conseil de discipline. Les gens ne veulent pas le dire. Et
la gendarmerie, le professeur aurait écrit. Une affaire de notes manipulées dépasse le conseil de discipline. Voilà, ça. C'est pas la première fois qu'à l'université on entend ça. À votre époque, nous on s'est plaint, on nous colle des 10, on s'est plaint, on a dit non mais ça, on peut pas avoir 10, c'est 14 qu'on doit avoir. Bon, c'est une affaire qui s'est gérée à l'université. Je ne suis pas le directeur, le président de l'université. Oui, bien sûr. C'est lui qui juge, l'autorité suprême de l'université, qui juge la gravité du problème. Et il aurait écrit à la SRI, formellement, pour demander à ce corps de diligenter une enquête. C'est ce que la SRI a commencé à faire. On n'est même pas encore au stade, peut-être, de savoir qu'est-ce qui se passe quand les gens ont commencé à politiser ce dossier, à dire qu'on en veut au professeur Dossé parce qu'il dirige le Front Citoyen Debout. Je ne sais pas qui le Front Citoyen Debout menace, et au point que l'on soit amené à déstabiliser ce mouvement en interpellant le fils. Aujourd'hui, c'est simple. Vous voyez, j'ai l'impression, quand j'écoute les gens, que bon, il suffit que quelqu'un pose un acte délictueux, quelqu'un viole la loi, et puis vite il va se réfugier derrière un quelconque mouvement, et puis bon, on le caresse dans le sens du poil parce qu'il est intouchable, non, nous avons dépassé ça. Vous savez, depuis des années, les gens ont toujours soupçonné cette faculté de science de favoritisme dans les examens des trucs. Je pense que ce cas-là, c'est le cas qui a fait déborder le verre, et que le professeur Kokoko veut qu'on en tire au clair ce dossier pour que les Togolais voient clairement ce qui s'y passe à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, les enquêtes, en tout cas, se déroulent bien à mon avis. Les deux professeurs ont des avocats qui font très bien leur travail. Mais ayons la patience de suivre pour voir si ce dont on reproche ces messieurs-là est vrai ou faux. C'est de ça qu'il est question. Alors, il faut préciser que c'est seul le professeur Majesté Iou Ateba qui est concerné par l'affaire. Le professeur Dossé David a été interrogé au SRI vendredi toute la journée. Après, il a été en relaxation. Et son fils, on fait soigneusement. Ivan Folie, lui, est gardé. Pour avoir bénéficié de largesse. Le fils du professeur Dossé n'est pas le seul dans ce dossier. Non. Mais on ne veut pas en citer la demoiselle qui est aussi concernée. On en parle. Oui, mais les gens, vite fait, c'est le professeur Dossé qu'on voit, acharnement, harcèlement. Moi, je dis, il revient à la justice de mener bien les investigations pour qu'on en sache davantage sur ce dossier. Et la gendarmerie et la police ne doivent pas céder un quelconque périmètre à qui que ce soit. Et ça doit être tiré au clair pour que les gens... vous savez, le Togo forme de très bons médecins, mais il ne faut pas qu'on nous forme une race de médecins qui, demain, au lieu de soigner, deviennent des charcutiers. Il faut quand même qu'on veille, parce que c'est la santé des gens. C'est des gens qu'on veut demain pour nous aider dans le domaine de prise en soins et de prise de soins. Et on ne peut pas fermer les yeux sur des dossiers comme ça. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, Michel. Idelphonse, quelle est votre analyse de ce dossier? Parce qu'aujourd'hui, on garde 2 étudiants à l'université là. Alors, si on estime que des professeurs ont manipulé des notes, est-ce que c'est à la demande de ces étudiants ou simplement parce qu'ils ont bénéficié ou lésé dans l'affaire que le service de renseignement est obligé aujourd'hui de les garder depuis vendredi? Je dirais que c'est un dossier qui est cousu du fil blanc. Ah oui. Parce que j'ai des observations à faire. Allez-y. La première, c'est que c'est une affaire purement académique, comme tout le monde le dit maintenant. Et on doit s'en tenir aux textes académiques. C'est lorsqu'on aura vidé les textes académiques et qu'on n'aura pas trouvé de solution qu'on peut aller sur notre terrain. Première observation. La deuxième observation, c'est que ça devient dangereux quand on nous dit que c'est juste à travers des messages WhatsApp et tout le monde sait le mensonge que véhiculent tous ces messages WhatsApp là. Et c'est sûr, c'est à base de ces messages là qu'on requiert les services d'une unité spéciale
de la gendarmerie. Non, mais pour... qui a dit ça? Parce que quand Non, on écoute les uns les autres... J'ai écouté Maître Pandé Adjaré hier parce que j'étais à la conférence. À la conférence de presse. On va en parler tout à l'heure. J'ai écouté Maître Pandé Adjaré, contrairement à ce que Michel a dit tout à l'heure, qui a fait savoir à l'opinion publique que lorsque le professeur Iyou l'a saisi, il a fait diligence vers le procureur de la République. Et le procureur a dit qu'il n'était pas au courant. C'est devant tout le monde que Maître Adjaré a dit ça hier, qu'il n'était pas au courant. La troisième observation, c'est que j'ai écouté Maître Amégan, qui est avocat du fils de Maître David. Professeur David aussi. Professeur David, qui disait également que lorsqu'il a été appelé et qu'il a fait les démarches auprès du service de renseignement, les agents enquêteurs ont dit que c'est son client qui a demandé au président Kokoroko de faire appel au SRI à travers une correspondance. Et le président de l'université, dans une correspondance, a saisi le service de renseignement. Alors, l'avocat a voulu qu'on exhibe les deux correspondances. Bizarrement que c'est seulement la correspondance du président de l'université qui a été présentée. Ça veut dire que c'est la présidente de l'université ou le président de l'université qui a saisi la gendarmerie. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, et l'homme a fait cas d'un conseil de discipline. Michel a dit que le conseil de discipline a tenu, mais on voudrait savoir le rapport. Il faut qu'il y ait un rapport produit si éventuellement cette affaire a été portée devant le conseil de discipline. Vous doutez? Non, moi je doute. Hein. J'ai dit au prime abord que c'est un dossier cousu de fil blanc. Mais je l'accepte. Et bizarrement, Michel a encore fait allusion des appels téléphoniques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il est là, il va nous expliquer, parce qu'il a dit tout à l'heure que allez-y voir ce que le professeur Iyou a dit. Par rapport aux informations qu'il a reçues. Bien sûr. Oui. Maintenant, la loi dit que ce soit le président de l'université, il n'a pas qualité à requérir les services du service de renseignement, le SRI, qui s'avère être. Quelle loi qui dit ça? La loi le dit, c'est le procureur de la République seul, le directeur des enquêtes, qui peut requérir les services du service de renseignement. Parce que cette affaire-là dépend du parquet. Et le parquet qui n'a pas été mis au courant. Je vous dis que le procureur a dit. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de mandat. Ça c'est que... Est-ce que... Non, Ildefonse, ça, c'est ce que le conseil des deux personnes accusées dans l'affaire disent. Oui. C'est ce qu'eux ils disent. C'est ce que la loi dit. Vous ne pouvez pas vouloir... Non, eux ils disent que le procureur n'est pas au courant. Oui, ils ont dit. Maintenant, la loi dit, puisque le service de renseignement dépend du parquet, le service de renseignement ne peut pas opérer sans que le procureur ne soit pas au courant. Et l'avocat, Maître Pandé, qui s'avère être l'avocat du professeur Iyou, a dit, quand il a fait la démarche auprès du procureur, Maître Pandé est là, c'est à travers une conférence de presse hier qu'il a dit publiquement, quand son client a demandé ses services, il est allé avec la convocation. Mais le procureur lui a dit qu'il n'est pas au courant. Mais je tombe des nues. Qui ment maintenant? Alors, c'est une affaire politique aujourd'hui, vous pensez? Je crois que même si on ne veut pas le dire, je crois qu'il y a une tête qui dérange et on veut la faire taire. Moi, je crois. À la lueur, on voit les choses. Parce que, excusez-moi, si on estime qu'il y a des têtes qui peut-être dérangent et qu'il faut descendre, il faut les décapiter, est-ce qu'il faut aller à l'université pour chercher ça? Vous savez que... On le fait tout de suite. Non, là. Je vous informe. Vous savez que la même affaire a débuté, pas aujourd'hui, il y a quelques années, je crois 2 ans. Parce que j'ai écouté Dr Ouala dit que le même service de renseignement, par le passé, on lui a porté cette affaire-là et le décanat a fait tout ce qu'il fallait et on a mené des enquêtes. Le résultat, c'est que ce qui a été dit là n'est pas réel. Et moi, je crois, même hier, ça a été dit au cours de la conférence,
que le service de renseignement a présenté ses excuses parce que ce qu'on a dit était faux. Bon, aujourd'hui... Oui, c'est pour investiguer. Oui, et mais quand c'est faux, voilà. ils vont dire que c'est faux. C'est la même Donc, affaire. Ça veut dire que dans l'affaire, là, il ne doit pas avoir de panique. C'est la même affaire qui revient. Non, j'en viens. Qui revient maintenant. Et aujourd'hui, où sont les plaignants, ceux qui se plaignent, où sont-ils? Parce qu'il faut avoir une confrontation. On va revenir sur cette question des plaignants. Je voudrais quand même qu'on écoute, avant de poursuivre le débat, la réaction hier en conférence de presse de l'avocat du professeur Iou, maître Raphaël Pandé Adiaré. Il était devant la presse nationale et internationale hier. L'instauration de la démocratie, de l'état de droit dans notre pays, ce n'est contre personne. Les bonnes institutions de la République, ce n'est contre personne. C'est pour nous tous. Et nous pensons que tout le monde doit s'inscrire dans cette logique. Et je crois que c'est un travail que nous faisons avec conviction. Le Front citoyen Togo Debout réaffirme sa détermination et sa forte conviction à poursuivre cette œuvre salvatrice pour notre nation. Nous mettons notre foi en ce dialogue qui s'est ouvert. C'est vrai qu'il a été suspendu mais qui doit reprendre pour dire à tous les acteurs de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Parce que tout le monde sait que le Togo souffre et nous mettons notre espoir en ce dialogue. Mais si ce dialogue échoue, je crois quand même qu'il appartiendra au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Alors, et l'homme, là on vient d'écouter maître Raphaël Pandé Adiaré. Pourquoi est-ce qu'il faut politiser cette affaire? Une affaire de manipulation supposée de notes à l'université. On la transpose directement sur le terrain politique. Pourquoi? Bon, en fait, c'est le moment choisi pour pouvoir régler l'affaire qui pose problème. Écoutez, quand il y a manipulation, est-ce qu'il faut choisir un moment pour pouvoir régler le problème? Non, je ne parle pas de ça, mais vous voyez que c'est contrastant le fait de dire qu'on veut des mesures d'apaisement, qu'on est en train de prendre des mesures d'apaisement pour calmer une situation politique et qu'au même moment, on prenne des gens, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même Dr Iou qui n'a rien à voir avec la politique. Il y a le professeur Dossé qui coordonne un mouvement de la société civile et qui prend position sur des questions politiques, et la fille d'un fonctionnaire, M. Tamakule, qui travaille au ministère de la Santé. Et donc, la personne même du professeur David Dossé, en tant que coordonnateur du Front citoyen Togo Debout, qui prend position sur des questions politiques par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Écoutez, ça c'est l'opinion qui fait le parallèle. Oui, tout ça. oui, mais l'opinion, quoi qu'on dise, c'est vrai, parce qu'on est en plein processus de dialogue. On est en train de dialoguer et le pouvoir et l'opposition ont convenu de pouvoir s'entendre sur des mesures d'apaisement à même de dégonfler l'atmosphère, de dégonfler le ballon. Mais au même moment qu'ils sont en train de régler ces mesures d'apaisement, on est en train de prendre d'autres mesures qui viennent crisper la situation. C'est ça que je dis, c'est-à-dire aujourd'hui, quoi qu'on dise, ceux qui aujourd'hui pensent que c'est une affaire politique ont leur raison. Oui, il faut leur donner raison aussi, parce que quoi qu'on dise, le professeur Dossé, comme je l'ai dit, est coordonnateur d'un mouvement de la société civile qui prend position sur des questions politiques, qui organise des meetings, etc. Maintenant, est-ce sur le fond de l'affaire, est-ce que la manipulation de notes est vraie? Sur le fond de l'affaire, allons dans le fond de l'affaire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au niveau du service de recherche et d'investigation, on a toutes les preuves du fait que ces personnes sont impliquées dans une manipulation de notes? On est en train d'investiguer, c'est maintenant qu'on investigue. Oui. Il y a un premier élément, maintenant on s'appuie là-dessus pour conclure l'affaire. Oui, le fond et la procédure. Tout de suite, on a parlé du conseil de discipline. Michel a apporté des éléments, c'est des éléments nouveaux pour moi, qu'on a appelé au téléphone, le conseil de discipline a tranché, etc., que ça dépasse le conseil de discipline. Et Delphonse a dit, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, s'il y a un rapport, le conseil de discipline rend public son rapport. Mais c'est transparent. Non, je ne vois pas. Vous n'allez pas forcer un conseil. Le niveau. Quand vous avez vu le conseil de discipline de l'université mettre sur la place publique son rapport. non, mais Eric, on est dans une affaire où il y a quand même un doute sur beaucoup de choses. Pour lever tout équivoque, il va falloir que le conseil de discipline ou le président de l'université prenne ses responsabilités. Si ceux qui disent aujourd'hui que l'affaire est politisée, que le président de l'université soutient que l'affaire n'est pas politisée, il suffit de faire une sortie ou de brandir un rapport du conseil de discipline, dire le conseil de discipline s'est réuni à telle date, a dit ceci, a dit cela, et voilà le rapport. Et je l'ai devant moi, même pas pour publier, mais lire juste les grandes lignes, pas forcément le mettre à la disposition de la presse, pour dire que effectivement le conseil de discipline s'est réuni. Mais jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut avoir la confirmation selon laquelle parle aussi de le conseil de la faculté des sciences dans cette affaire, le décanat qui aurait donné son aval. Alors, si le décanat donne son aval, comment ça se fait que tous les professeurs au niveau de la faculté des sciences de la santé
boycottent tous les examens et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un doute Donc, autour de cette affaire. Il va falloir que le président de l'université puisse sortir des preuves du fait que, parce que dans la procédure, toute la procédure telle que décrite aujourd'hui, il y a un doute. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a aucune preuve. Dans toute la procédure, il n'y a aucune preuve. Le président dit, on dit ceci, on dit que le conseil de discipline s'est réuni, cela, il n'y a pas de rapport. On dit que le décanat a demandé, il n'y a rien qui le prouve. Mais le décanat a demandé comment? Par note écrite au président de l'université. La note est où? Mais il faut sortir tout cela pour que les gens puissent savoir que vraiment, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire académique. Maintenant, si c'est une affaire académique, les textes disent quoi? Les affaires académiques se règlent d'abord, premièrement, où? À quel niveau? Au niveau de l'université de Lomé. Si ça dépasse l'université, on apprécie. Monsieur Kokoroko est juriste, ma foi. Mais il va falloir qu'un juriste agrégé, un professeur agrégé de droit, ne puisse pas tomber dans cette légèreté. Parce que c'est une légèreté. On parle de procédure. Jusque-là, on ne parle pas d'affaires d'État. On dit note. Mais là, s'il n'y a pas une affaire d'État dedans, s'il n'y a pas la sécurité intérieure qui est menacée, mais c'est une affaire académique. Rendons publiques les choses et puis soyons transparents sur la ligne. Parce que ceux qui aujourd'hui sont en train de parler d'affaires politiques, on prend des mesures d'apaisement. Tout le monde est content du fait que aujourd'hui, il y a des gens qui sont relâchés. Il y a quand même une avancée en ce qui concerne la mise en œuvre de ces mesures. Mais parallèlement, on est en train d'arrêter d'autres personnes ou on est en train de mettre d'autres personnes en difficulté. Mais vous créez d'autres problèmes. On annonce tout de suite que le Synfot a pris des mesures drastiques par rapport à la situation. Ben bon, on est là. Peut-être que les autorités s'en foutent. Mais bon, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Si les hôpitaux sont fermés, si les cliniques privées opèrent, mais si les hôpitaux publics sont fermés, on va voir ce que ça va donner dans le pays. On va analyser tout cela tout à l'heure. Michel, vous ne voyez pas qu'il y a des manipulations politiques. Il y a une affaire, la police, la gendarmerie est saisie, elles doivent mener leur enquête. Non, la politique est en dehors de tout ça. C'est des gens, on se connaît dans ce pays. J'ai l'impression à un moment donné, les gens veulent faire obstruction à l'enquête en cours et ils ne vont pas réussir. La manifestation de la vérité. Oui, ça va se savoir. Vous savez, c'est pas parce que nous prenons, ou les autorités à un niveau donné prennent l'apaisement, que quelqu'un coupe la tête de quelqu'un aujourd'hui, on ne va pas le mettre en prison. Ça, rapidement, la loi est là pour ça. L'apaisement ne veut pas dire un laisser aller où les gens peuvent faire n'importe quoi. On parle du moment choisi. Mais quel moment? Les gens, il y a eu un problème et les gens veulent en savoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... Et puis, Michel, excusez-moi, mais cette affaire ne date pas de cette année. Oui, mais ça... C'est une affaire de l'année dernière. Ah oui. 2016-2017. Ah 2018. On est aujourd'hui 2017-2018. Oui. Jusque-là, le problème se pose où? Ah, ça ne se pose pas. Non, le problème... Parce que l'homme parlait du choix du moment, en fait. C'est le choix. Le problème a évolué. Ildefonse lui-même l'a dit. C'est pour ça que j'ai fait la précision. Oui. Allez-y. Le problème a commencé, vous l'avez bien dit, depuis septembre dernier. Oui. Les gens ont commencé à un moment donné. Peut-être que quand le problème est né, les gens n'en savaient pas. Les gens n'en savaient pas. Ou on a tenté de... Ou on a tenté... Je vous ai dit tantôt que les gens, les étudiants même, et depuis des années, nous étions à l'université. Moi, j'ai passé 5 ans à l'université. Chaque fois, les gens murmuraient qu'il y a des choses qui se passent dans cette faculté-là. Mais peut-être, à un moment donné, personne n'a eu le courage ou bien les gens n'ont pas trouvé peut-être nécessaire de passer à l'acte pour voir. Je ne dis pas que ce dont on reproche ces messieurs est vrai. On est en train de diligenter une enquête. Mais les gens, j'ai l'impression que les gens font tout pour intimider. C'est eux qui veulent intimider la gendarmerie et la police, mais qu'ils se détrompent parce que ce dossier-là, selon nos informations, le président de l'université a, selon des informations, veut dans les prochaines heures sortir un communiqué. Ou le procureur de la République. Ça pourra nous situer. Ça pourra nous situer. Les gens se gesticulent pour rien. Aussi. Ils seront, je dis, mais dans ce dossier, il y a même des audios qui sont là et les gens risquent d'être surpris dans ce dossier. C'est pour ça qu'on demande en fait de faire la lumière. Voilà, ah oui, c'est tout. Ah oui, mais je suis journaliste pour chercher. Bien sûr. Pour chercher, il y a des audios. Les gens, tout de suite, moi je dis, Robert Doucet fait peur à qui? Le professeur Doucet, il fait peur à qui? Doucet plutôt. Doucet. Il fait peur à qui? Le Front Citoyen. Ils ont fait leur expérience dans le CST. Ça n'a rien donné. Moi je dis que... C'était pas la année. Non, dans le CST, tout ce monde-là, ils étaient là-bas, au CST. Je suis ici.
Le front n'était... Mais ils étaient là. C'est pas après, ils ont voulu se désoler des hommes politiques pour créer ce truc-là. Mais moi, je dis une chose. Aujourd'hui, ces gens-là, contrairement à ce que les gens disent, ils ne feraient personne. Ils ne dérangent personne. C'est un problème qui est né. Je pense que nous devons prendre patience pour voir comment la justice, peut-être le devoir pour nous de faire pression sur la justice pour qu'on en sache davantage. Et je suis sûr que à l'allure où vont les choses et au stade où se trouve le dossier, il y aura des choses que les gens vont découvrir. Ceux-là même qui aujourd'hui se gesticulent, qui pensent, moi je le répète, le Front Citoyen Debout ne fait peur à personne dans ce pays. Ce n'est pas la peine de vouloir mélanger les torchons, distraire les gens. Non, c'est un dossier qui est là. Et moi, je demande à la justice et à la gendarmerie d'être ferme pour qu'au finish, que les Togolais découvrent qui a fait quoi. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'on le dise également. Voilà. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, Ildefonse, si le pouvoir de Faure Gnassingbé veut décapiter comme les responsables du Front Citoyen, d'autres nous diront de dire Front Civique, Togo Debout le disent, il n'y a pas beaucoup de pas à faire pour pouvoir les décapiter. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'université pour le faire? Je vais faire cette analyse-là. Pour décapiter le CST, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. On a brûlé les marchés. C'est le CST qui était visé? On a collé l'incendie à qui? Au premier responsable du CST. C'est comme ça qu'on a décapité le CST. Aujourd'hui, quand on dit... Parce que 5 ans après, des gens qu'on a qualifiés de présumés auteurs, c'est-à-dire que leur responsabilité n'est pas encore établie, ont été gardés pendant 5 ans, sans qu'il y ait un procès pour véritablement situer le peuple par rapport à l'acte commis. Ils ont été relâchés. Oui, parce qu'il y a eu un accord. Voilà. Alors, pour décapiter, même si aujourd'hui, certains pensent que le Front Citoyen ne fait rien, il y a certains de ces responsables, comme l'a dit l'homme, qui disent ce qu'ils pensent haut et fort. Comme beaucoup de Togolais aussi. Non. Comme beaucoup de Togolais aussi. Non seulement ils le disent, mais ils posent des actes. Moi, je me suis dit, quand j'ai écouté tout ça là, je me suis dit, mais ce colloque qui a eu la dernière fois... oui, le 2, le 3 mars dernier, et tout ce à l'université. À l'université, tout ce qui a été dit. Et pas des anciens ministres de certains pays étrangers qui sont arrivés. Comme le Bénin. Victor Topanoum, par exemple. Qui ont dit beaucoup de choses. Mais on nous dira, mais c'est toujours lui qui prend ces initiatives-là. Pour ne pas l'attaquer directement, il faut le déstabiliser moralement. Moi, je dis une chose. Il faut qu'à un moment donné au Togo, ceux qui sont garants du respect des textes soient de bons exemples. Parce que je dis qu'il faut vider les textes académiques dans cette affaire-là et qu'on rende public tout ce qui a été fait, les démarches entreprises, les rapports, pour qu'à ce niveau-là, si ça ne va pas, qu'on essaie de voir les étapes à franchir. Mais je dis encore une chose, dans le droit, vous ne pouvez pas demander un service à une unité de la police ou de la gendarmerie, telle que le SRI, qui relève du parquet sans que le premier responsable ne soit au courant. Dans un premier temps, si aujourd'hui on est arrivé à arranger la situation, nous savons, nous sommes au Togo, nous savons comment les choses se passent. Je le dis haut et fort. D'accord. Alors, si jamais ça se passait, je crois que les jours à venir, nous serons situés. Aujourd'hui, ce qui me rend malade, c'est que dans ce pays-là, les gens ont tué, les gens ont braqué. Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes. Le service de renseignement était où? On parle aujourd'hui de notes. Je voulais justement revenir sur le sujet, puisqu'il y a le confrère Courrier de la République aussi qui s'est interrogé par rapport à ce point précis, évoquant la situation des professeurs Ayou et Dossé qui sont aujourd'hui, selon lui, traqués par le service de renseignement intérieur. Les auteurs des crimes économiques et humains, pourquoi est-ce qu'on ne les traque pas? C'est presque l'interrogation du confrère. Et ça aussi, c'est l'un de vos batailles, Michel. Ah oui,
Vous savez que nous sommes de ceux-là qui depuis longtemps, depuis que je pense c'était au temps du ministre Union Femmes qui était à la fonction publique. Ah, d'accord, non, très bien. Qui était à la fonction publique. Il avait soulevé à l'époque un lièvre qu'on n'a pas encore arrêté aujourd'hui. C'est le problème de faux diplômes. J'étais de ceux-là qui disaient à l'époque que l'État a le devoir de démasquer dans l'administration publique tous les faux diplômés et les poursuivre. Il n'y a pas longtemps, c'est au niveau de la délégation spéciale de la prophétie du Golfe que M. Melebou, à l'époque préfet, avait fait cas de faux diplômés. Nous étions en première ligne pour dire que l'État ne doit pas fermer les yeux sur ces genres de choses. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces manipulations supposées. Oui, mais ceux qui sont chargés aujourd'hui de traquer ceux qui manipulent les résultats à l'université, pourquoi est-ce qu'ils ne traquent pas ceux qui volent l'argent public? J'en viens, Eric. Tu me connais dans ce dossier. Tu connais ma position. Allez-y, Michel. Et donc, je l'ai toujours dit qu'il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans comment l'appelle-t-on? Avec l'impunité, j'allais dire. Oui. Il n'y a aucun pays. On a l'impression à un moment donné, dans ce pays, où on ferme les yeux sur tout, surtout les délinquants financiers, il faut quand même avoir le courage de les traquer. Parce qu'on le dit souvent, parce que plus les années passent, plus les gens prennent les galons dans cette façon de faire où on pille, on vole et on ne fait rien. On le dit souvent, on brandit la tête de l'assassin pour décourager les éventuels candidats au meurtre. C'est ce qui se passe dans notre pays, où on a l'impression qu'on ferme les yeux sur les délinquants financiers, économiques et tout, et ça donne des émules à certains de continuer. Et on ne peut pas éduquer nos enfants sur cette base. C'est pourquoi, de tout temps, moi, ceux qui me connaissent, je l'ai toujours dit, que les malhonnêtes, ceux qui pensent que le fait d'avoir une position sociale, on peut tout faire sans en être inquiété, je pense que ça, si on laisse cet état des choses évoluer, on ne rend pas service à notre pays. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui dessert l'État et tous les services qui sont chargés de traquer ces gens-là? Quelque part, oui. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes, quelque part, des bisbilles, quelque part, nous devons, en tant qu'éveilleurs de conscience, de nous élever contre et demander à l'État de sévir. Tant qu'on ne le ferait pas, nous le dirons toujours. Bien. Elon Matisse Ogbe, quand les autres, c'est 100 mètres plats pour les arrêter. Quand c'est nous, on ne fait même pas le petit pas. Est-ce qu'on peut aussi analyser la chose de cette façon-là? Non, oui, je pense que l'interrogation de notre confrère est bien fondée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une affaire de notes où on ouvre une enquête, on vient prendre des gens, on commence à chercher. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? 2017, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Rapport Cannes 2013. On l'a révélé. 600 millions en moyenne. On connaît les noms, hein? Personne n'est inquiété. Ouais. Il y a un rapport. Personne n'est inquiété. Rapport Cannes 2017. On connaît les noms, hein? 600 millions disparus. Personne n'est inquiété. Reviens encore. Voilà, Cannes 2010. Coupe du Monde 2006. Oui. Voilà, Wangen. Personne n'est arrêté. Personne n'est inquiété. La route Lomé-Vaughan-Enfoin. Personne n'est arrêté. Personne n'est inquiété. Ceux qui ont eu à attribuer cet argent, des milliards à une société privée, ils sont là. On ne cherche pas à voir clair dans le dossier. On enrôle de nouveaux milliards au budget de l'État pour reconstruire cette route-là avec l'entreprise CRC chinoise. Donc tout ça aujourd'hui, personne ne dit rien, mais on parle de notes à l'université de Lomé. C'est là où c'est-à-dire, comme Michel l'a dit, ce problème, il va falloir résoudre ça. Mais je suis sûr que le chef de l'État est informé de cette situation de notes-là. Et qu'à côté, il y a de gros bonnets qui détournent des milliards dans le cadre de la construction
des infrastructures routières, dans le cadre de la participation des éperviers à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais personne ne dit rien. Puisqu'on parle aussi de la santé, il y a cette histoire de scanner. De scanner, les 10 milliards de la BIDC. Et le détournement des objectifs au niveau des moustiquaires imprégnés. Imprégnés, les moustiquaires imprégnés, personne n'est inquiété. Mais il y a eu entre-temps, vous vous rappelez d'un conseil des ministres où on a annoncé l'arrestation d'un comptable dans le cadre d'un projet. Vous vous rappelez? Mais le comptable était sous ordre. Qui? Qui lui a donné les ordres? Mais finalement, on ne retrouve personne. On a pris le comptable, il a été relâché selon les dernières informations. Personne, on ne retrouve personne autour de lui. Mais je dis, c'est un conseil des ministres qu'on a annoncé l'arrestation du monsieur dans le cadre d'un projet. Alors que le monsieur travaille pour un ministère. Vous voyez, donc tout ça aujourd'hui, ça ne peut pas donner une lecture claire de la volonté de l'État de pouvoir lutter contre l'impunité. Aujourd'hui, il y a trop de crimes économiques dans ce petit pays de 56 600 km². Mais vous voyez tous les scandales qu'il y a en Afrique du Sud avec les Gupta, dans d'autres pays également, des scandales financiers. Mais au Togo, 56 600 km², 7 millions d'habitants, vous avez trop de scandales économiques. Il y a le confrère, je pense, le collateur qui nous apprend ce matin que le président ou la présidente de l'île Maurice a démissionné parce qu'on ne retrouve pas 16 millions de francs CFA. 16 millions de francs CFA. Voilà. Donc quand vous prenez le rapport Transparency, c'est ce que les gens dépensent pour des soirées modernes chez nous ici. Oui, voilà. Donc vous voyez, quand vous analysez tout ça, est-ce que ça interpelle la conscience des premiers responsables du pays pour une affaire de notes? On fatigue des gens et pour des milliards, des gens sont là dans leur voiture et puis nous narguent. Comment ça marche finalement le service de renseignement au Togo? Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas le fonctionnement. J'estime que je suis lésé ou ça c'est pas clair chez moi. Je saisis le service de renseignement et puis hop, ils vont vous chercher. Bon, je pense que toute procédure est confiée à la justice. Oui, toute procédure est confiée à la justice. C'est la justice qui requiert ou qui demande au service de renseignement ou à celui qui doit faire les enquêtes de voir une information judiciaire contre X dans le cadre de telle affaire. Et donc, l'enquête aboutit, on ramène la procédure, on dit que bon, on a toutes les informations, parce que dans le cadre, vous vous rappelez, dans le cadre du scandale, enfin de l'affaire de Matt Bikenti Maranatha, entre-temps, la gendarmerie a été saisie de l'affaire, et la gendarmerie a déposé son rapport, et après, la commission a tranché. Et donc, on peut faire la même chose, c'est-à-dire, l'État a tous les moyens aujourd'hui pour traquer ceux qui versent dans les crimes économiques. Pour le match Maranatha Bikenti, oui, effectivement. Il n'a arrêté personne. Oui, voilà. Donc, il y a aussi d'autres. Donc, vous voyez, donc, interrogé des gens sans les arrêter. Donc, c'est ça qui sort de l'entendement pour une affaire de notes à l'école. Et dans ce pays, il y a eu des informations selon lesquelles, même au niveau de l'EFOFAT, l'école, les services, l'école des officiers, il y a également des gens qui sont qualifiés pour Saint-Cyr, mais que d'autres personnes viennent remplacer à la dernière minute. Mais qui est inquiété? Les gens ne sont pas inquiétés. En médecine militaire, il se passe beaucoup de choses aussi. Voilà, mais est-ce que vous avez connaissance d'un dossier où on a arrêté des gens, où on a mis des gens aux arrêts de rigueur? Non, les gens sont là. Mais ceux qui ont été lésés, ils sont là dans l'armée présentement, ils parlent. Ils disent que bon, à la dernière minute, c'est moi qui étais qualifié, mais à la dernière minute, j'ai été recalé. Mais les gens sont là. Mais pourquoi on laisse des dossiers aussi gros que d'autres, mais pour une affaire de notes à la faculté des sciences de santé et par rapport au moment, au contexte politique actuel? Donc franchement, je pense qu'il faut donner d'autres arguments. D'accord. Je crois qu'à côté de ces crimes, à côté de ces crimes économiques, il faut ajouter les crimes humains. Oui. Nous voulons savoir aujourd'hui ce que le SRI a fait comme enquête par rapport au décès de Tian Yakanou, qui est d'ailleurs décédé là. Dans leurs locaux. Dans leurs locaux. Nous voulons savoir ce qui en est de, comment on l'appelle, Agbobli, Atouchi Agbobli. On veut savoir. Ces corps qu'on a repêchés à un moment donné. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles, franchement, quand on dit que c'est juste pour des notes, que tout ça là est en train d'être ébranlé. Mais en même temps, c'est important qu'on nous renseigne sur les notes. Vous savez, la dernière fois, on est d'accord. J'ai écouté le ministre Bawara qui a parlé de faux diplômes. Oui. Quelles ont été les démarches entreprises pour que le SRI entre en jeu, pour qu'on puisse aujourd'hui déceler ceux-là qui, il y a des années, perçoivent de l'argent. Ici, c'est les notes. Hein. Mais des faux diplômés qui sont devenus aujourd'hui fonctionnaires d'État. Mais soyons sérieux. C'est ça l'apaisement. L'apaisement.
Moi, je dis, hein, est-ce que c'est l'enfant du professeur David qui a corrigé ses feuilles pour qu'on le retienne là-bas? Ah oui, ça c'est une interrogation, ça. C'est lui qui a corrigé ses feuilles. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, j'ai écouté Maître Amégan ce matin. Payé? Il faut qu'on nous donne les preuves. Voilà pourquoi nous disons, c'est une affaire purement académique. Et il n'y a que des enseignants de l'université qui peuvent nous dire quelque chose là-dessus. Autrement dit, vider les textes académiques et situer l'opinion, c'est mieux que de gesticuler. Aujourd'hui, le professeur Majesté Iwu Ateba est toujours en hospitalisation. Il est aux soins intensifs. C'est ce qui avait été annoncé dans la soirée de vendredi. Ce matin, on ne sait pas encore comment est-ce qu'il se porte. On suit ce dossier de près. Après la pause, nous allons revenir encore sur le sujet puisque cette affaire est en train de cristalliser le monde des syndicats au niveau des médecins, au niveau des enseignants. On semble vouloir mener des actions qu'on peut qualifier d'actions coup de poing. On va en parler. 93.1 Taxi FM. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio, deuxième partie de Taxi Presse avec Eloma Tisogbe du journal La Nouvelle Tribune, Michel Tadja-Awara les vainqueurs, Idelphonse Akpaki la Gazette du Togo. Et on va y aller un petit peu encore dans cette affaire puisque il y a les syndicalistes du Synfot et puis de l'éducation qui annoncent des opérations coup de poing. Ils demandent à ce que leurs collègues soient libérés. Le Synfot a organisé ce matin à Lomé une assemblée générale et il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises. Ils annoncent que dès demain, les patients moins graves seront priés de rentrer chez eux. Qu'il n'y aura plus d'admission dans aucun service, ni les urgences, il n'y aura pas d'interne, il n'y aura pas d'infirmiers de garde, il n'y aura rien comme garde. Tous les centres de fonctionnement, sauf les services stratégiques, travailleront, hémodialyse, centre de transfusion sanguine, et puis il y a un autre centre, les 3 centres seulement vont fonctionner. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression qu'on peut qualifier dans le registre de l'exagération? Enfin, je pose la question telle qu'elle vient, hein. Michel. Non, moi, c'est une réaction normale. C'est ce qu'on appelle en sociologie la défense de corps. Quand quelqu'un dans un corps a un problème, qu'il ait raison ou pas, il y a tout de suite la solidarité autour de la personne. Peut-être c'est dans ce sens que le Synfot s'inscrit pour défendre leurs camarades qui sont en difficulté actuellement. Mais au-delà de ça, parce que c'est vrai que les Togolais sont habitués ces dernières années par les grèves du Synfot et tout. Oui, mais là, il y a le service minimum. Ce qu'ils sont en train de nous dire ce matin, il n'y aura même pas de service minimum. Oui, mais je pense je parle de cette réaction qui est une réaction de corps. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire pression, pour qu'on libère leurs camarades? C'est la voie qu'ils ont en tout cas choisie. Mais est-ce que c'est de nature à amener la justice à baisser les bras dans ce dossier? Moi, je ne le sais pas. Mais il revient peut-être aux autorités judiciaires de voir dans quelle mesure faire évoluer rapidement ce dossier. Pas se précipiter, se faire rapidement pour qu'on dégage la vérité dans ce dossier pour que les gens qui sont actuellement en garde à vue puissent retrouver leur famille. Parce que personne ne souhaite que son proche ou son camarade de service soit quelque part comme ça et que vous continuez allègrement à travailler. C'est ce que le Synfot est en train de faire. Ils ont un ministre de tutelle. Je pense que les heures à venir, des discussions vont s'engager et on verra concrètement ce qui va se passer. Idelphonse Akpaki. Oui, mais c'est ce qu'on appelle opération coup de poing. C'est une solidarité, c'est tout. C'est une solidarité. Vous avez vu, moi j'ai vu le vendredi dernier
à l'université ce qui s'est passé. Avec les étudiants. Le sitting. Le sitting du vendredi dernier a donné une image de ce qui allait se passer dans les jours à venir si on maintenait dans les mailles de la gendarmerie le professeur Iou. Parce qu'on a dit qu'il est le seul médecin spécialiste. Voilà. Il est le seul. Oui. Alors, il est seul dans tout ce pays. Voilà. Seul, hein. Oui, il est et c'est lui qu'on a, et c'est lui qui est maintenant gardé là. Et donc, ce qui veut dire que quand il y a un patient qu'il faut à la seconde examiner, il peut mourir comme ça. Alors, vous voyez que, d'ailleurs, idem pour le professeur David, qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas le moral. Et donc, il a stoppé toute activité. Ce qui est normal pour un être humain. Parce que, moralement, on l'a foudroyé. Vous comprenez? Oui. Mais aujourd'hui, tous ceux qui savent, et c'est là où moi je suis heureux, parce que j'ai vu les enseignants de l'université le vendredi dernier dans une solidarité. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand le professeur Walla est venu faire le point de la rencontre avec le président Kokoroko, où il disait que, Monsieur le Président, jusqu'à 16h, si vous ne libérez pas notre collègue, nous allons marcher sur la présidence de l'université. Il dit, je vais vous faire gazer. Vous n'avez pas entendu? C'est ce que le professeur Kokoroko a répondu, je vais vous faire gazer. Et donc aujourd'hui, tout le monde est d'avis que... Parce que quand ça se passe aujourd'hui et que c'est moi qui suis visé, qu'est-ce qui ne dit pas, puisque la liste s'allonge de jour en jour, qu'est-ce qui ne dit pas que demain ce sera ton tour? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? C'est être solidaire. De la résistance aussi. Je crois que Michel a dit ce qu'il faut. Ce qui me dérange, c'est que quand il y a ces genres d'affaires, le flou qui entoure l'affaire, c'est ça qui corse les choses. Pourquoi ce que disent les tests, ce que disent les lois, les procédures à adopter ne sont jamais respectées à la lettre? Moi, je me dis qu'on pouvait éviter cette situation-là si aujourd'hui on a un rapport du conseil de discipline de l'université qui situe les responsabilités. Ça, c'est un problème académique qui a reçu une solution académique. Parce que, je répète, que ce n'est pas aujourd'hui qu'on manipule les notes à l'université. C'est pas aujourd'hui. Comment est-on... Vous en savez beaucoup? Ouais, mais attends. Comment est-on arrivé à trouver des solutions? Donc, vous voulez me dire que depuis que l'université a été créée, il n'y a jamais eu de manipulation de notes? Non, je sais qu'en 92, 93, il y a certains professeurs qui ont dormi à la prison. S'il a des choses à contribuer, la SRI attend. Non, le SRI plutôt. Non, moi je me dis que jusqu'à aller au SRI, on pouvait régler le problème à un niveau. Parce que dans le passé, il y a eu des cas similaires qui ont trouvé des solutions sans qu'on appelle le SRI. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, maintenant, lorsque les textes n'ont pas été respectés et qu'aujourd'hui, c'est les collègues de IU et de Dossé se rendent compte de ce que ça peut nous arriver, ils peuvent faire ce que vous venez de dire là. C'est quand même grave, hein, ce qu'ils prévoient faire. Et là, oui, service minimum. Hein. Oui, mais c'est-à-dire... Il n'y a que hémodialyse, il n'y a que transfusion sanguine, ces centres-là qui vont travailler. Bon, vous voyez, on a toujours parlé sur ce plateau du système de santé au Togo, qui est totalement lambeau. Et moi, au-delà de la solidarité exprimée par le Synfod à ces médecins qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté, c'est quand même une mesure qui a été prise pour protester contre les conditions de vie et de travail des médecins, surtout les conditions de travail des médecins dans nos centres hospitaliers. Et moi, au-delà de ça, parce que j'ai lu quelque part, on a parlé jusqu'à revendication totale jusqu'à satisfaction totale de nos revendications, c'est-à-dire les conditions de travail. On ne parle pas encore des salaires, on parle de conditions de travail. Vous allez aux urgences du CHU Sylvanus Olympio, le plus grand centre hospitalier du Togo. Vous avez aujourd'hui 2 infirmiers. Ils étaient 4. Ils se plaignaient du fait que le nombre
de Deux personnes. infirmiers. Je dis, allez au CHU Sylvanus Olympio, demandez. Vous avez 2 urgentistes présentement. Avant, ils étaient 4. Ils se plaignaient du fait que le nombre les dépassait parce qu'ils voulaient 2 personnes ou 3 personnes supplémentaires. Maintenant, ils sont 2. Bon. Les 2 autres, ils sont passés où? Bon, ça, c'est une question posée parce qu'en temps, les personnes recrutées par rapport sur le KNPE, Oui. c'est-à-dire on appelle les infirmiers NPE, ils sont arrivés en fin de contrat. Ah, d'accord, oui. Voilà. Vous allez à ce qu'on appelle, il y a un bloc qu'on appelle réa polyvalente, la réanimation polyvalente. Et vous allez là-bas, les médecins vous disent que les gens meurent seulement. C'est-à-dire 15-30 minutes, vous voyez un brancard qui passe. Mais allez au CHU Sylvanus Olympio, vous constatez vous-même ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Vous allez au service des prématurés, vous voyez des bébés qui sont couchés sur une table sèche. C'est-à-dire, il y a même rien sur la table. Je dis, allez, vous allez voir. Vous avez 2 infirmiers pour 80 bébés prématurés. Vous avez ça où? Et dans ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Les gens ne veulent pas. Les gens sont à l'aise. Il n'y a pas de personne à même de pouvoir taper du poing sur la table. Et dans ça, vous affectez des médecins. Vous dites que bon, c'est vrai que l'administration, la fonction vous appelle partout où besoin sera. Oui. Mais la fonction ne peut pas. C'est une vérité. Oui, la fonction ne peut pas vous appeler à un lieu où il n'y a même pas de structure. Vous avez quelqu'un qui est traumatologue, professeur traumatologue au CHU Sylvanus Olympio, que vous affectez au CHU Campus où il n'y a même pas de service traumato. Mais il n'y a même pas de chef. Il fait quoi? Mais il est là, il a son salaire, mais il est à la maison. Il n'y a pas de service traumato. Vous voulez qu'il travaille où? Mais le gars prend son salaire. Ça. Oui, mais c'est pas moi qui ai pris la note. Le ministre oui, est là. Qui prend la note. Oui, mais le ministre a pris la note. Il a affecté le professeur Walla, je donne le nom, du CHU Sylvanus Olympio au CHU Campus où il n'y a même pas de service traumato. Mais le gars perçoit son salaire. Vous avez ça dans quel pays? Et on me dit que le système de santé au Togo se porte bien, ça? Ou des gens dans des localités comme à Kébou, où des gens n'ont pas d'alcool et prennent de l'eau de Javel pour pouvoir faire des piqûres? Je n'invente rien. Je dis, je n'invente rien ici. Posez la question, allez sur le terrain, vérifiez les faits par rapport à ce qui se passe. Vous constatez que le système de santé au Togo, c'est-à-dire, à la limite, si quelqu'un tombe malade aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se faire soigner dans ce pays. C'est-à-dire, il n'y a même pas de raison. C'est-à-dire, tout est à terre. En ce même moment, on nous parle de campagne de vaccination. Les gens viennent nous dire des choses pas possibles, que non, on va réduire le nombre de quoi. Moi, personnellement, c'est des choses qui m'horripilent parce que on peut pas venir dire à un micro que non, que campagne contre la rougeole, le rubéole, quoi, des trucs bizarres. Et on va chercher des étudiants qui plus comment on appelle, de l'ENAM, oui. des auxiliaires médicaux en première année pour venir faire une vaccination sur le terrain. Une campagne d'État, hein. On prend des étudiants en première année et c'est obligatoire. Gare à celui qui ne monte pas dans le bus. Parce que c'est le directeur adjoint, parce que le directeur général en même temps ministre de la Santé de l'école. Il n'a pas abandonné ce poste? Non, il est toujours le directeur général de l'ENAM. Ah, lui aussi, il cumule. et c'est le directeur adjoint qui fait l'appel et qui demande aux étudiants de monter dans le bus. Vous allez en campagne de vaccination. Et c'est à 3 000 francs la journée. Ah, oui, 3 000 francs. Voilà. Et donc, personne ne peut, dans ces situations, travailler. Mais vous voulez que les gens travaillent comment? Mais moi, au-delà, c'est ce que je dis, de la solidarité à ces médecins, il faut même aller, c'est-à-dire, la situation telle que se présente, tout le monde est en danger, hein. Tout le monde est en danger présentement au Togo. Oui, mais tout le monde est en danger. Voilà, tout le monde est en danger. Donc c'est interdit de faire un accident à partir d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. De tomber malade. Voilà. Et même les nouveaux-nés aujourd'hui. Vous voyez le service maternité du CHU Sylvanus Olympio, totalement. Oh, je sais pas. Disons qu'il n'y a même pas de service maternité au CHU Sylvanus Olympio. C'est 2 associations qui ont pris sur elles la dernière fois l'engagement à l'occasion de la Journée internationale des femmes de rénover le bâtiment. Le service pédiatrique est construit rénové par Ecobank, oncologie précisément. Et le seul médecin spécialiste en oncologie, vous voulez l'affecter au CHR d'Apan, où il n'y a même pas de service oncologie. Ouais. Mais, monsieur Guédéoussou, je dis la note d'affectation là, vous avez tous les médecins qui ont été affectés. Et vous faites l'analyse de tout ce qui se passe. Et puis c'est un professeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un du métier, un médecin assermenté, qui est en train de prendre cette décision. Vous trouvez ça dans quel pays? Quelqu'un qui est du métier qui vient, qui est censé
faire des réformes, qui est censé faire évoluer le système de santé, qui prend des mesures à même de faire régresser le système. Je dis que on n'a jamais connu pire ministre de la Santé au Togo. Ah, ça, je crois avoir déjà entendu ça dans un audio qui est attribué au professeur Majesté Iou. Voilà. Dénonçant donc les pratiques du ministre de la Santé. Il n'a pas été tendre dans l'audio que nous avons écouté, qui lui est attribué, je ne sais pas parce que moi je n'ai pas d'expertise pour, n'est-ce pas, authentifier ces audios. Bon, voilà. Messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. Nous espérons que dans les prochaines heures, que le procureur puisse nous dire ce qui se passe dans cette affaire, et que, n'est-ce pas, le président de l'université de Lomé, le professeur Kokoroko, puisse également se prononcer clairement sur cette affaire pour que nous ayons tous le cœur net. Alors, on parle politique pour quelques minutes avant de rendre l'antenne. C'est la situation politique du Togo. La coalition de l'opposition était à Accra la semaine dernière. Elle a discuté avec le facilitateur, le président Nana Akufo-Addo. La presse, notamment le quotidien Liberté, nous apprend ce matin que la coalition a rencontré une délégation des États-Unis, une délégation américaine à Lomé, la semaine, beaucoup plus vendredi passé. Est-ce que tout cela peut contribuer à décanter la situation politique aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que tout est bloqué, Michel. Oui, ça peut aider. Déjà, nous apprenons que la coalition des 14 a repoussé sa demande de marche. Oui, d'une semaine. Pourquoi pas l'annuler carrément? Parce que le fait même de vouloir marcher en plein dialogue, c'était en violation du code du dialogue. Non, le dialogue est suspendu, donc on peut marcher. Oh, non, qui a suspendu le dialogue? C'est un temps mort qu'on a en tout cas observé. On n'a pas suspendu comme tel le dialogue, puisque tous les Togolais veulent que ce dialogue reprenne rapidement. Dans tous les cas, le fait même que le dialogue, le facilitateur ait reçu la délégation de G14, et le fait aussi que nous l'avons appris également qu'il est aussi en contact avec le parti au pouvoir, cela est de nature peut-être à relancer très très prochainement ce dialogue-là que tous les Togolais attendent en tout cas, souhaitent voir réussir. Il revient maintenant, je pense que le rôle de la facilitation est important, surtout à ce moment-là où les gens campent sur leur position. On a l'impression à un moment donné que les gens défendent leur chapelle sans pour autant tenir compte de la situation dans laquelle le peuple togolais se trouve aujourd'hui, parce que économiquement nous vivons des situations très difficiles et le dialogue, à mon avis, est destiné quand même à apaiser le pays pour qu'il y ait de nouvelles règles de jeu pour faire avancer le pays. Et donc, si le facilitateur a, comme il a fait depuis le début, la bonne volonté de pouvoir nous aider, c'est le moment d'agir, de convaincre les protagonistes pour que dans les tout prochains jours, qu'on puisse trouver un moyen pour relancer véritablement la grève. Comment est-ce qu'on peut convaincre des gens qui veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam et ceux qui veulent aussi les faire partir? Comment est-ce qu'on peut concilier ces positions? Ils t'ont dit que c'est ad vitam aeternam qu'ils veulent rester au pouvoir. Mais ils ne veulent pas partir parce que les tests tels qu'ils étaient sont aujourd'hui, ils ne partiront pas. Mais le rôle du dialogue, c'est quoi? C'est peut-être limiter les mandats. Et ça a été fait. Bon, ça a été proposé déjà. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont conscience qu'ils ne pourront pas rester à vitam aeternam, comme tu le dis. Mais il revient maintenant à leur adversaire en face de mettre de l'eau dans leur vin en renonçant au fait de dire qu'après les réformes, en tout cas, que le chef de l'État actuel quitte immédiatement le pouvoir. Et ça, c'est une position que le parti au pouvoir n'entend pas de ses oreilles. Donc, il revient, les acteurs politiques, c'est des gros garçons, des grandes dames. Nous n'avons pas de leçons à leur donner, mais ils doivent comprendre que nous sommes, depuis un certain moment, l'objet de
de raillerie à l'extérieur du pays, mais il faut quand même que l'image du pays soit corrigée, et c'est les acteurs politiques qui doivent quand même prendre la mesure de la chose pour taire leurs divergences et aller à l'essentiel qui doit arranger nous tous. Et bien sûr, parce que le pays est en train de végéter dans une situation incroyable sur le plan politique, économique beaucoup plus. Ildefonse Akwaki, est-ce qu'il y a eu une porte de sortie, franchement, qui se profile à l'horizon? Le bout du tunnel, je veux dire. Tout à l'heure, quand tu as posé la question à Michel en disant que les gens veulent rester au pouvoir à vie, il a dit, mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Moi, je me rappelle un 25 février 2005, au Palais des Congrès, quand Monsieur Faure Gnassingbé a dit, mon papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Alors, ces propos ont été traversés. C'est pas dans le contexte là qu'il a dit. Il y a les bandes magnétiques. Michel, alors, c'est mon nom, hein. Tout est mis en œuvre pour que le système soit. Mais je suis un tout petit peu dérangé. Nous sommes pratiquement 7 millions de Togolais. Et si on nous demande que chacun essaie de faire valoir ses talents, ses qualités à la présidence de la République de notre pays, de notre cher Togo, c'est ramener l'idée de l'alternance et de faire en sorte que chacun puisse faire ce que je viens de dire là. Et pour ce faire, il faut que notre loi fondamentale soit bien claire. Quand tu fais un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, il faut que tu laisses la place à quelqu'un aussi de venir faire ses preuves. Et sur cette position, le pouvoir de Faure Gnassingbé s'est parfaitement adapté. Non. Il y a un projet qui a été envoyé au Parlement, ça a été voté, même si ça n'a pas fait l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale, ça voudra quand même dire que Faure Gnassingbé et son équipe se sont inscrits maintenant dans cette logique de limiter le mandat. Est-ce que ce n'est pas un point? Est-ce qu'il faut beaucoup plus approfondir cette position et avancer? Je crois qu'il faut l'approfondir en mettant justement en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. je suis de ceux qui... Le morceau... Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Et justement pour permettre à ces 7 millions de Togolais que nous sommes, si vous avez la capacité requise de diriger un jour notre pays, que ça ne soit pas une seule personne ou un seul clan ou une seule famille. Je suis désolé de le dire. Viens, Eric, faire tes preuves à la tête de l'État togolais. Pourquoi on essaie de te noter? Si tu fais bien, on te laisse pour le premier mandat. Mais dis-toi qu'au second mandat, au terme de ce second mandat, tu ne reviendras pas. Quelle que soit la magie que tu as. C'est ça. C'est pour faire valoir les talents des fils et filles de la terre de nos aïeux. Ce n'est pas sorcier, ça. Alors, aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une discussion qui a été amorcée. Et depuis, les acteurs peinent à s'entendre sur l'essentiel. Non. Le président ghanéen fait feu de tout bois pour nous aider à nous sortir de ce bourbier, mais visiblement on n'est pas prêts nous-mêmes. Je voudrais aussi, peut-être que je vais frustrer des gens, je voudrais aussi que le président ghanéen soit beaucoup plus honnête. Ah oui? Comment ça? Lorsque vous avez un règlement intérieur qui a été adopté et que, quelque part, j'ai écouté Michel ce matin sur Victoire dire que on n'a pas demandé aux gens de surseoir aux travaux de la CENI. Moi, je l'ai ici, réforme électorale. C'est-à-dire qu'il y a eu des... Comment vous l'appelez? Je laisse quelque chose, tu laisses quelque chose, et puis on est révolu. C'est ce qui a été fait. Quand on a demandé à l'opposition de ne pas continuer les manifestations, oui, mais vous aussi arrêtez les travaux à la CENI. Et ça a été conclu par les règlements intérieurs. Non, il ne s'était pas entendu. Non, si... Sur ce point précis. Il ne s'était pas entendu. Si, justement, aujourd'hui, le chef de l'État ghanéen, parce que j'ai écouté l'autre fois Fulbert Artissot qui disait que quand ils ont été reçus, le président était offusqué de ce qu'on a nommé 38 présidents de CELI, qu'il était offusqué. Et qu'il était offusqué également de ce que, lorsqu'on parlait d'apaisement, il y a encore eu des choses à Paratao. J'ai dit, mais c'est pas sérieux parce que nous sommes dans une dynamique où, lorsque vous êtes facilitateur, il doit y avoir une équipe pour surveiller et rendre compte.
en même temps, on ne peut pas demander à un président de faire de la police. Non, je ne dis pas. Parce que ce que vous dites là, vous demandez de faire de la police. Oui, mais puisque c'est lui-même qui s'est donné à aider les uns et les autres. Vous voulez vous aider. Mais non, vous n'êtes pas obligé de venir. Je ne refuse pas, mais quand vous donnez la parole, respectez la parole. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Quand vous donnez la parole, respectez la parole. Je suis sûr que si les deux parties n'étaient pas d'accord sur le fait que l'une laisse les manifestations et que l'autre abandonne les travaux à la CENI, le président ghanéen n'allait pas dire, écoutez, donnez-moi une semaine pour que je règle ça. Parce que c'est le rapport qui a été fait. C'est ce que moi j'ai entendu. Et donc, soyons sérieux. Le bout du tunnel, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. À qui tout cela profite aujourd'hui, l'homme? Non, mais ça ne profite à personne. Moi, c'est la situation aujourd'hui telle qu'on le décrit, c'est le peuple togolais qui en souffre. Et il continue d'en souffrir. Parce que je fais partie du peuple et au quotidien, on voit comment ça se passe. Économiquement, c'est difficile. Et bon, aujourd'hui, quoi qu'on dise, il va falloir que les uns et les autres puissent s'entendre. C'est-à-dire que cette affaire-là, il faut vider définitivement le contentieux. Il faut que le président de la République du Ghana puisse nous aider véritablement à pouvoir trouver une solution. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas là pour apporter la solution miracle. Il revient aux Togolais de pouvoir s'entendre et qu'il est là pour les accompagner à trouver une solution consensuelle. Et donc, aujourd'hui, la position est tranchée. Oui, il a mené des consultations bilatérales. On ne sait pas ce qui en est ressorti. On va attendre la date du prochain dialogue pour voir si véritablement il y a eu avancée ou non. Donc, c'est difficile à cette étape de pouvoir être dans le secret des dieux. On va attendre la prochaine séance du dialogue pour savoir si les positions tranchées se sont ramollies et si les deux parties ont mis de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse véritablement avancer par rapport au point concernant la limitation de mandat et le mode de scrutin en 2 tours et le retour à la Constitution de 92. Je pense que c'est ça même et ses implications. C'est ça même le grand débat. Et donc on va voir si lors de la prochaine séance, à la faveur des consultations bilatérales, les positions ont évolué véritablement. Monsieur, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'être venu pour le débat. Merci Elom Atisogo. Je rappelle que c'est vous le patron du journal La Nouvelle Tribune. Michel Tchadia, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, et Idelphonse Akwaki, la Gazette du Togo. On remercie tous ceux qui nous suivent dans la diaspora à travers la chaîne YouTube de la Gazette du Togo. Merci à vous qui nous recevez sur les www.radiotaxifm.com ou www.taxifm.tg. Merci à vous tous, où que vous soyez, en écoutant la radio. Génial. Appelez-moi Saint-Érigator. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.